Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal SWOT News, le pestel de l'information. Nous sommes le 20 mars 2026 et au sommaire aujourd'hui... À l'approche du second tour des élections municipales, la participation sera à nouveau scrutée. Selon une étude Ipsos, plus de 60% des 18-34 ans ne se sont pas rendus aux urnes. À l'international, la guerre fait toujours rage en Iran après bientôt un mois de conflit. Les frappes s'intensifient sur les installations gazières et pétrolières. Les gardiens de la République d'Iran ont annoncé ce matin la mort de leur porte-parole Ali Mohamed Nani. Suite à une lutte acharnée contre la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui paralyse les muscles, un nouveau traitement appelé Qalsody, expérimenté depuis 4 ans, montre de réels progrès. Un grand espoir pour les 8000 Français touchés par cette maladie. Toujours dans cet élan positif, une victoire n'arrive jamais seule. En biathlon, la célébration est pour les Bleus, avec la victoire de Lou Jean Monod ce jeudi à Oslo, qui parvient à gravir sur la première marche du podium lors de ses championnats en Norvège. Et nous terminons avec un peu de gourmandise. Cette semaine, les boulangeries bretonnes sont à l'honneur. Le DJ Baguette enflamme la piste au Bono, pendant qu'une boulangerie lagnonnaise manque de peu de se qualifier dans l'émission Le meilleur pâtissier. Malgré un taux d'abstention sans précédent, les élections municipales restent au cœur de l'actualité et des débats. Les tensions sont particulièrement vives dans les grandes métropoles françaises comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse ou encore Nice. Léo Ferrezou est avec nous aujourd'hui. Le premier tour des élections municipales s'est déroulé le dimanche 15 mars, tandis que le second tour, lui, est prévu pour le 22 mars. Cette période intermédiaire donne lieu à d'intenses négociations et des affrontements entre les différentes formations politiques. Au-delà des affrontements politiques, un phénomène marquant est l'abstention, record chez les 18-34 ans. Selon une étude Ipsos, plus de 60% des jeunes ne se sont pas rendus aux urnes, un chiffre qui contraste fortement avec celui des plus de 75 ans, dont la participation a dépassé les 80%. Face à ce constat, il est pertinent d'analyser les raisons et les profils des abstentionnistes, notamment lors des élections municipales. On observe ainsi des disparités importantes selon les revenus et les catégories sociales. Les raisons de l'abstention sont multiples. Ainsi, 31% des électeurs estiment que ces élections n'auront aucun impact sur leur quotidien, tandis que certains jugent les résultats joués d'avance. Un sentiment qui atteint près de 50% des petites communes. D'autres motifs sont également évoqués, comme l'absence de candidats jugés convaincants ou encore le sentiment d'un manque de pouvoir réel des élus locaux. Nous retrouvons Lucas en direct à Angers pour approfondir cette analyse. Bonjour. Nous constatons en effet un taux d'abstention élevé chez les jeunes de moins de 25 ans. Nous sommes aujourd'hui avec Théo, 20 ans, qui a accepté de répondre à nos questions. Théo, avez-vous participé au premier tour des élections municipales ? Bonjour Lucas. Non, je n'ai pas participé au premier tour. Et pour quelle raison ? Eh bien, en tant qu'étudiant, il m'est difficile de rentrer chez moi tous les week-ends, ce qui complique le vote. De plus, comme je ne vis dans ma commune qu'une petite partie de l'année, je ne me sens pas vraiment concerné par cette élection. L'élection du maire n'aura pas d'impact significatif sur ma vie, puisque je suis peu présent et je me sens donc pas vraiment légitime de voter pour une ville qui n'est plus mon lieu de vie principal. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Et merci Lucas pour ces éclairages, ces éléments nous permettent donc de mieux comprendre un petit peu les enjeux actuels. Pour conclure, les élections municipales jouent un rôle donc essentiel dans la vie et l'organisation quotidienne des habitants. Espérons que le second tour prévu ce dimanche 22 mars mobilisera davantage les jeunes électeurs. En Iran, cela fait maintenant 3 semaines que le Moyen-Orient est en feu. Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire visant à bombarder plusieurs villes iraniennes dont Téhéran, Ispahan et Qom. La riposte de Téhéran est continue et les conséquences économiques sont déjà colossales. C'est une immersion au cœur de l'action avec Noé Lejeune et Enzo Yousfi. En effet, la situation en Iran s'intensifie, le baril de Brent a bondi de plus de 30% depuis le début de la guerre, dépassant brièvement les $108. Le gaz naturel européen, quant à lui, a doublé en un mois, passant de 31 à $60 le mégawattheure.
Suite à cette situation économique qui ne cesse de se dégrader, le président américain Donald Trump devrait collaborer avec le Japon pour construire des sites d'exploitation de gaz naturel en Pennsylvanie et au Texas à hauteur de 17 et 16 milliards de dollars. Nous retrouvons notre correspondant Enzo Yousfi en liaison depuis Washington. Bonjour Enzo, pouvez-vous nous en dire plus sur la situation et comment expliquez-vous cette décision prise par Trump ? Oui, bonjour. Ici à Washington, la question que tout le monde se pose, c'est Donald Trump a-t-il vraiment voulu cette guerre ? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Le prétexte officiel était le programme nucléaire iranien. Trump avait alerté sur une possible reprise des activités d'enrichissement d'uranium quelques jours avant les frappes. Mais sur le terrain, une décision semble parfois lui échapper. Trump a déclaré ne pas approuver l'attaque israélienne contre South Pars, le plus grand champ gazier du monde, affirmant même avoir dit à Netanyahou « ne fais pas ça ». Donc il y aurait des tensions entre Washington et Eh bien Téhéran ? oui, la position américaine évolue, et cela alimente toujours les tensions. Washington a récemment renforcé son soutien militaire aux pays du Golfe, notamment avec des moyens aériens et des systèmes de défense supplémentaires. Mais dans le même temps, l'administration de Donald Trump insiste sur un point clé. Il n'est pas question, pour l'instant, d'un déploiement de troupes au sol. Cette stratégie montre que les États-Unis cherchent à maintenir une pression militaire forte, tout en évitant une escale directe avec l'Iran. Cela renforce l'idée que Washington privilégie une posture dissuasive et défensive, tout en gardant la possibilité d'intensifier son engagement si la situation venait à se détériorer. Merci Enzo, on reste bien sûr en alerte avec cette situation tout au long de la soirée. Merci à vous. Espérons que la situation se stabilise le plus rapidement au Moyen-Orient. Zoom maintenant sur cet espoir médical contre la maladie de Charcot, cette maladie neurodégénérative qui paralyse les muscles et touche des milliers de personnes en France. On aurait trouvé un nouveau traitement appelé Qalsody. Expérimenté depuis 2022, il montre de réels progrès dans le combat quotidien de Christophe Tardieu. Un portrait coécrit par Juliane Aurel. Effectivement, la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, touche environ 8000 personnes en France. Aujourd'hui, malgré son nom barbare, le Qalsody apporte une lueur d'espoir pour une forme rare liée à la mutation SOD1. Bonjour Christophe. Bonjour. On vous imagine homme d'action, ancien du GIGN, et pourtant, en 2022, c'est un autre combat qui commence pour vous. Le diagnostic de la maladie de Charcot tombe. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit ? Forcément, c'est le choc. Ma plus grande angoisse, c'était l'avenir de mes enfants. Ils sont encore très jeunes et aucun enfant ne mérite de grandir sans ses parents. Alors on trouve la force de combattre la maladie pour eux. En 2022, vous avez choisi de laisser votre corps à la science en expérimentant ce nouveau traitement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste-t-il ? J'ai commencé le Qalsody au CHU de Toulouse pour des essais cliniques. C'est une thérapie génique qui bloque les protéines mutées et qui fonctionne avec des injections mensuelles par ponction lombaire. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que vous bénéficiez de ce traitement. Êtes-vous toujours aussi inquiet ? Beaucoup moins. Les résultats sont spectaculaires et grâce à ce traitement, j'ai repris du poids. Je peux marcher plus facilement et plus longtemps. Le plus impressionnant, c'est que mon état se dégrade plus. Le traitement a stoppé la progression de la maladie et m'a permis de revivre. Aujourd'hui, je peux aider et soutenir ma femme atteinte d'un cancer et surtout profiter à nouveau de mes enfants. C'est un très bel espoir que vous nous partagez aujourd'hui et nous vous en remercions. En France, c'est une 50aine de patients qui partagent ces améliorations. Bettina Ramlet, directrice générale adjointe de l'ARSLA, confirme que l'ensemble des données cliniques des patients sujets au traitement ont été rassemblées. Elle prouve que leurs symptômes se stabilisent, voire progressent très lentement. L'amélioration de leur qualité de vie est réelle. L'enjeu est crucial. La Haute Autorité de Santé doit décider prochainement de sa mise sur le marché en France, après autorisation européenne en 2024. Les malades lancent le hashtag « Laissez-nous le temps » pour alerter. La mise sur le marché de ce traitement serait donc pour toutes ces personnes atteintes de la maladie une lueur d'espoir. Passons maintenant à une touche de sport. En biathlon, la célébration est pour les Bleus, avec la victoire de Lou Jean Monod ce jeudi à Oslo pour les courses finales de la saison. Elle est la 5e Française à remporter le gros globe de cristal.
Une belle prouesse sportive. Reportage de notre journaliste Mathis Cotel. Quand vient son sacrement, les émotions ne trompent pas. Un moment de bonheur pour Lou Jean Monod sur le podium. Désormais sur le toit du monde devant la finlandaise Minkinen au classement. Pourtant 6e lors de sa dernière course, elle parvient malgré tout à se hisser sur la première marche du podium lors de ses championnats en Norvège. Lou décroche fièrement son premier grand globe de cristal de sa carrière à Oslo. Un grand globe qui lui avait échappé 2 années consécutives, finissant à la 2e place. Lou Jean Monod est maintenant au sommet de sa carrière après sa récente victoire au JO de Milan-Cortina et ses 4 médailles. Elle est désormais hors d'atteinte de ses concurrents avec 176 points d'avance sur la 2e. Juste après sa dernière course, nous avons pu échanger avec elle sur le ressenti de sa victoire. Je m'étais dit que je ne voyais pas ce qui pourrait m'arriver après avoir vécu tout ce qui s'est passé l'an dernier. Donc je suis vraiment contente d'avoir bouclé la boucle aujourd'hui. Le fait que ce soit quasiment évident, que ce ne soit pas fait, c'était un entre-deux qui était vraiment désagréable. Cette victoire ne reste pas inaperçue pour sa famille et la station où elle s'est entraînée. Nous nous sommes donc rendus sur les lieux pour y faire une prise de température. Pour cela, direction Pontarlier, aller voir la famille de Lou. Nous avons rencontré Sylvane. Nous avons rencontré sa mère Sylvane et son père Didier avec la fierté sur le visage. C'est un soulagement pour elle. On est super heureux pour Lou. Notre fille est une championne. Elle le voulait tellement, ce trophée. Pardon, c'est l'émotion. Elle a pris sa revanche sur le globe de cristal et on est fiers d'elle. On sait que ça a été très dur pour elle, une guerre des nerfs. Elle a été solide et puis elle n'a pas démérité sa victoire aujourd'hui, donc c'est génial. Après 2 ans d'attente, elle va enfin ramener la coupe à la maison. 2e en 2024 et 2e en 2025, Lou Jean Monod se saisit enfin de ce fameux Graal en remportant le fameux gros globe de cristal. Bravo à elle pour cette belle victoire. On attend de beaux résultats d'ici dimanche pour la dernière journée de cette saison de biathlon. Enfin, en Bretagne, les boulangeries ne sont plus seulement des adresses pour leur pain quotidien. Cette semaine, elles se transforment en véritables scènes de vie, entre fierté artisanale et audace festive. Un reportage par Antonin Guillotot-le-Chien et Noé Lejeune. En effet, à Lannion, c'est la boulangerie Terroir et Tradition qui s'est récemment illustrée à la télévision. En novembre 2025, son équipe a participé au tournage de l'émission La meilleure boulangerie de France. L'épisode diffusé cette semaine sur M6 met en avant l'établissement, son savoir-faire et surtout l'énergie de ces jeunes boulangers. Une occasion unique pour ces artisans fiers de représenter Lannion à l'occasion des qualifications de la région Bretagne Nord. Lors de cette épreuve, l'équipe nous a présenté son produit phare, le pain norvégien. Un pain dense et moelleux qui se déguste aussi bien en version sucrée avec du beurre et de la confiture qu'en salé avec du fromage ou du saucisson. Résultat, 8,4 sur 10, une note plus que satisfaisante, mais qui ne leur a malheureusement pas permis de dépasser les qualifications. Cependant, la ville a répondu présente. Pour l'occasion, le bar VNB de Lannion a diffusé l'émission sur un écran géant ce mercredi 18 mars. Habitants, amis et curieux se sont retrouvés pour les soutenir et partager un moment convivial aux côtés des membres de la boulangerie Terroir et Tradition présente à la diffusion. Une soirée conviviale comme on les aime en Bretagne. Direction maintenant le Morbihan, au Bonneau, où une autre boulangerie a choisi une approche résolument festive. Le fournier du pont s'est transformé, le temps d'une journée, en boîte de nuit ambulante. Platine installée entre les fours et les présentoirs, mais surtout DJ Baguette aux commandes. De son vrai nom Dorian Gamon, ce DJ itinérant est spécialiste des concepts décalés. Notre journaliste Noé Lejeune était sur place pour vivre l'expérience. Dans cette boîte de nuit un peu particulière, DJ Baguette mixe entouré de viennoiseries et de petits pains chauds. Un mélange inattendu qui fait sourire tout le monde. Clients, employés et passants. Dorian Gamon veut créer du lien entre fête et artisanat local. Selon lui, ces moments festifs rappellent nos valeurs communes. La convivialité, la proximité et le plaisir d'être ensemble. Résultat, des enfants qui dansent, des seigneurs qui tapent du pied. Tout le monde y trouve son compte. Petit pain, bonnes vibes, rire et même quelques selfies avec le DJ. Une boulangerie qui pulse et qui rassemble tous les âges. De l'excellence à la musique, 2 boulangeries, 2 univers. L'une brille par son excellence artisanale, l'autre par son audace festive. Mais les deux prouvent la même chose.
En Bretagne, la boulangerie, c'est bien plus qu'un commerce. C'est un lieu de vie, de fierté et parfois même de fête. C'est un délice pour les oreilles comme pour les papilles gustatives. C'est ainsi que notre journal se termine. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous remercions d'avoir écouté notre radio SWAT News, le pestel de l'information. Et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités.